Nos invités m'ont rejoint sur ce plateau. Luc Carvounas, bonjour, Bonjour. sénateur socialiste du Val-de-Marne. Merci d'être avec nous. Face à vous, Vincent Delahaye, bonjour, sénateur Bonjour. UDI-UC de l'Essonne, également maire de Massy. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. On va parler de tous les thèmes qui ont été développés lors de cette séance de questions d'actualité. Un mot peut-être à vous, Luc Carvounas, sur cette réponse de Manuel Valls. On voit le Premier ministre qui vient désormais régulièrement au Sénat pour répondre aux sénateurs. Ça va dans le bon sens selon vous? C'est une tradition à laquelle nous sommes très attachés depuis 2012. Moi, j'ai vécu le Sénat en 2011, qui était un petit peu délaissé par le précédent président et précédent gouvernement de Nicolas Sarkozy et de François Fillon. Moi, je crois que c'est bien que le Parlement, les deux chambres, et au moment des questions d'actualité, le Premier ministre, les membres du gouvernement. Et puis, dans ce que j'ai vu là, dans la première réponse du Premier ministre, c'est aussi la réponse à toutes celles et tous ceux qui pensent que le Premier ministre est tendu. Oui, et bien justement, voilà. le Donc, Premier ministre vous avez un Premier ministre qui... de Perrine Ternot, Luc Carvounas, donc on va tout de suite l'écouter, puis on reviendra ici en plateau. C'est à vous, Perrine. Oui, exactement, Delphine. Manuel Valls, bonjour, merci d'être en direct sur notre antenne. Est-ce que, oui ou non, vous êtes pour une fusion des listes de gauche et de droite en vue du second tour, si le FN est en passe de remporter une région en France? Moi, j'ai trois priorités. D'abord, que les Français s'intéressent, se passionnent pour l'avenir de leur région. Aujourd'hui, 12 grandes régions hexagonales, je n'oublie pas la Corse, je n'oublie pas les régions ultramarines, 17 en tout, 12 régions hexagonales qui ont plus de pouvoir en matière économique, d'emploi, de formation. Donc que les Français s'intéressent à cette nouvelle France des territoires qui est importante pour leur avenir quotidien en matière de formation, de transport, d'éducation, d'environnement. La deuxième priorité, je vais m'engager, c'est que les listes socialistes et radicales de gauche soient les plus hautes possibles dès le premier tour pour l'emporter, pour garder un maximum de régions. Plus les listes des candidats socialistes et radicaux de gauche, avec souvent des présidents de régions sortants, avec parfois aussi de nouvelles têtes, sont hautes, plus les chances, les possibilités de l'emporter, de garder ces régions à gauche pour des politiques justes, solidaires, qui préparent l'avenir, seront garanties. Et j'ai une troisième priorité, faire en sorte qu'il n'y ait aucune, je dis bien aucune, région qui tombe dans les mains du Front National. Mais si les listes de gauche ne sont pas bien placées, est-ce que vous confirmez l'hypothèse que vous avez mise lors d'un déjeuner avec la presse mardi d'une fusion possible entre des listes républicaines de droite et de gauche? Mais sur les 17 régions hexagonales, Corse et ultramarines, la question se posera dans une, deux ou trois régions maximum. Dans les autres régions, l'avenir des régions se dessinera dans une confrontation, dans un débat entre la droite républicaine et la gauche qui devra bien sûr se rassembler au second tour. Dans les autres régions où ce problème la question se pose alors sera posé aussi bien à la gauche et à la droite. Chacun devra à ce moment-là prendre des responsabilités et ces responsabilités. Il y en a assez d'une certaine manière, d'une forme de cynisme, d'hypocrisie, comme si cette question ne se posait pas. Elle se posera le soir du premier tour pour chacun. La gauche a toujours pris ses responsabilités. Elle ne s'est jamais réfugiée dans un nini. Elle ne renvoie pas à dos la droite et l'extrême droite. Nous faisons la différence. Et la droite républicaine devra elle aussi faire le choix et ne pas renvoyer dos à dos l'extrême droite et la gauche. Le soir du premier tour, il ne faudra écarter aucune hypothèse et tout faire pour empêcher le Front National de gagner une région. Et nous verrons dans quelles conditions en fonction du résultat. C'est tout simplement ce que j'ai voulu dire, n'écarter aucune hypothèse. Et ceux qui écartent aujourd'hui une hypothèse mentent aux Français. Il faudra bien trouver, si cette situation se présente, il faudra bien trouver une solution le soir du premier tour. Moi, j'aime mon pays. Je ne veux pas que des régions tombent dans les mains de l'extrême droite. Ça ne serait pas bon pour les petites gens dans les régions. Ça serait très négatif, ça serait terrible pour l'image de la France. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Donc, le plus haut possible au premier tour, rassembler la gauche pour le deuxième tour, tout faire pour que l'extrême droite ne prenne pas une région. Comment voulez-vous penser un seul instant que je laisserai agir, faire en sorte les choses, que le Front National prenne une région avec des candidats qui tiennent des propos racistes et antisémites? Non, ça n'est pas possible. Donc il faudra tout faire pour empêcher le Front National de gagner une région. Mais dernière question, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous accusent de faire monter le Front National, justement en plaçant le Front National au centre du jeu, notamment Martine Aubry qui dit ça? Mais le Front National prospère sur les peurs, sur l'incapacité des responsables publics à tenir un discours de vérité. Moi je pense que la France et la République sont
au-delà même des clivages politiques. Dans la plupart des régions, encore une fois, le débat se fera entre la gauche et la droite, même s'il y aura des triangulaires, parce que le Front National risque d'être très haut dans un certain nombre de régions. Mais là où il y a un danger, là où le Front National peut gagner une région, il faudra tout faire. Et ne pas dire les vérités, ne pas dire les choses clairement aux Français, c'est ça qui qui casse, qui brise cette confiance entre les citoyens et les responsables publics. Moi, dans cette campagne, je m'engagerai aux côtés des socialistes et des radicaux de gauche, mais je sais qu'il faudra faire des choix au second tour, chaque chose en son temps, d'abord le premier tour, ensuite le deuxième tour, mais dans la clarté. Et moi, je veux préserver ce discours de vérité et cette clarté vis-à-vis des Français. Merci beaucoup Manuel Valls. On a entendu votre discours de vérité, comme vous venez de le dire. Merci d'avoir répondu en direct à nos questions. On se retrouve après avec d'autres invités, Delphine. Merci beaucoup Perrine. Effectivement, Vincent Delahaye, une réaction à ce qu'on vient d'entendre sur cette question d'une éventuelle fusion des listes. On vient encore de l'entendre, le Premier ministre Manuel Valls qui dit qu'il fera tout pour empêcher que le Front National remporte une victoire. Ça sous-entend peut-être effectivement des fusions de listes au second tour. Quelle est la position des centristes ? Ce que j'ai entendu moi d'abord du Premier ministre, c'est pas mal d'inquiétudes. La plupart des régions sont gérées par la gauche depuis très longtemps et par le Parti socialiste. Et le gouvernement est là en place depuis 3 ans et demi et on a un constat d'échec flagrant quand même de la politique qui est menée et c'est ça qu'on entend aussi dans la rue et de la part des Français. Et si les Français veulent finalement se défouler un petit peu au moment de ces régionales, je ne peux pas dire que le gouvernement actuel et le précédent, celui de Jean-Marc Ayrault, soient complètement innocents de cette situation. Donc après, c'est vrai qu'on a une situation compliquée. Moi, je pense qu'il faut d'abord intéresser effectivement les Français sur le premier tour, sur les enjeux essentiels. C'est pas si facile que ça parce qu'ils s'en aperçoivent pas forcément, sauf ceux qui sont dans les transports en commun, notamment en Ile-de-France. Quand il y a des problèmes de transport en commun, ils doivent savoir que c'est la région qui est derrière. Quand il y a des problèmes d'emploi, de formation, d'apprentissage, c'est aussi la région. Et au bout d'un moment, il faut quand même savoir qui est responsable de la situation actuelle. Donc moi, je crois que c'est ça qui est aussi important aujourd'hui. C'est facile de s'en exonérer, mais les responsables sont aussi ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui. Luc Arvounas, on voit que cette stratégie proposée par le Premier ministre agace. On ne fait pas une campagne en envisageant la défaite. C'est ce qu'on a pu entendre. Finalement, vous êtes un peu fait avoir avec cette histoire du MPS. Non, l'UMPS, c'est une fable de Madame Le Pen. Parce qu'elle prospère sur cela. Écoutez, je crois que les choses ont été claires de la bouche du Premier ministre. Moi, au contraire, c'est ce que j'allais dire qu'on soit interrompu par l'interview dans la salle des conférences. Moi, je trouve que le Premier ministre, au contraire, est très serein. Après, j'espère aussi, chers collègues, que nous sommes tous inquiets face à la montée du Front National. Moi, j'ai plutôt envie de parler de l'extrême droite. Cette extrême droite, vous savez, qui discute avec des partis néo-nazis dans toute l'Europe. Parce qu'à force de banaliser le Front National, il faut aussi se rappeler ce qu'il est. Et moi, si j'étais la droite républicaine, je serais aussi inquiète. Parce que si elle était en si bon état que cela, on ne serait pas en train de se poser la question de savoir pourquoi il devrait y avoir un front républicain dans 1, 2 ou 3 régions. Mais la droite ne se pose aucune question sur son état à elle. Très bien. En tous les cas, oui, j'ai une inquiétude politique et personnelle. De voir demain une région, peut-être, à mon sens, la question se posera, selon moi, que dans une région, dans le Nord, qui a la taille du Danemark, de 6 millions d'habitants. Ça peut aussi se poser en PACA ou en Alsace. Je ne le pense pas, je ne le crois pas. En tous les cas, Pierre de Saint-Illon, notre candidat, est la révélation de ces élections régionales. Oui. Je suis de ceux il s'oppose à Manuel Valls. Je suis de ceux qui pensent... oui, mais il faut aussi que les petites phrases stoppent du côté de celles et ceux qui l'entourent, parce que je comprends bien qu'on a envie de bien faire. Mais en tous les cas, on ne va pas reprocher, et j'en arrêterai là, au chef du gouvernement, Manuel Valls, dans un déjeuner où il est interrogé, que diriez-vous s'il ne répondait pas en vérité aux questions des journalistes, de pouvoir poser différentes hypothèses. Celle-là en fait partie de ce rassemblement des Républicains, de celles et ceux qui aiment la France et la République contre l'extrême droite. À ce jour, moi je suis le directeur de campagne de Claude Barthelone, je fais tout pour que nous soyons premiers au premier tour. Donc si la question doit se poser, elle devra se poser au sort du premier tour. Mais pour autant, rien ne nous empêche de pouvoir sereinement, parce que nous sommes des républicains, poser cet éventail. On va poursuivre ce débat dans un instant, mais on va tout de suite retourner à la salle des conférences où nous attend Perrine Tarnaud avec Jean-Vincent Placé, le chef de file des sénateurs écologistes ici au Sénat. Oui, Jean-Vincent Placé, bonjour. On vient d'entendre le Premier ministre en direct sur notre antenne tout à l'heure, qui dit qu'il faut tenir ce discours de vérité aux Français et qu'il ne faut pas écarter effectivement l'hypothèse d'une fusion des listes de gauche et de droite entre les 2 tours des régionales si le Front National est en passe de remporter une région. Vous êtes d'accord avec cette ligne ? Alors déjà, il y a un premier tour, il faut faire le maximum. Et
Moi-même, avec mes amis de l'UDE, nous avons pris nos responsabilités. Nous avons pensé qu'il valait mieux que dans les majorités sortantes dans lesquelles nous avons bien travaillé, il valait mieux y avoir des listes d'unités de rassemblement plutôt que des listes de division. C'est pour cela que sur l'essentiel des régions françaises, nous, avec François de Rugy, Jean-Luc Benamias, les amis écologistes et démocrates, nous sommes avec les présidents de régions sortants. Donc il faut faire le premier tour de façon volontariste, tant sur le bilan que sur le projet. Ça me paraît extrêmement important. Et après? Après, je ne fuis pas votre question, Madame Tarnaud. Et sur le deuxième tour, les choses doivent être très claires. D'une part, il faut tout faire pour gagner, donc rassembler l'ensemble de la gauche et des écologistes. Quitte à fusionner? En étant avec le Front de gauche et Europe Écologie Les Verts, bien naturellement. Et je le dis très clairement, il faut faire tout pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'exécutif du Front National. Ce serait un drame pour les populations. Et ce n'est pas là de gaieté de cœur, évidemment, que je dis cette phrase-là. Donc, à minima, le retrait. Et je le dis aussi très clairement, comme le Premier ministre, pourquoi pas la fusion politique et technique avec les listes de la droite républicaine. Parce que moi, je ne confonds pas les Républicains et le Front National. Mais de dire ça aujourd'hui, est-ce que vous ne tuez pas le premier tour? Est-ce que vous ne mettez pas le caleçon après le pantalon, comme dit Jean-Christophe Cambadélis? Et c'est bien naturel que vous fassiez, Mme Tarnaud, votre travail d'informer les Françaises et les Français. Vous posez des questions et on ne doit pas s'y dérober. Pourquoi? Parce que c'est une élection à 2 tours et les Françaises et les Français ont le droit de savoir s'ils votent pour nous au premier tour, ce que nous ferons au deuxième. Donc c'est le devoir de vérité, d'éthique et de transparence. Et donc à cet égard, moi je dis très clairement, on fait tout pour le premier tour, on rassemble la gauche et les écologistes au deuxième tour, et pour lutter contre le Front National, si nécessaire, désistement. Vous voyez bien ce que ça veut dire, le crève-cœur que pourrait être pour nos militants, nos élus, le fait de ne pas siéger, mais nous préférons ne pas siéger pendant 6 ans qu'il y ait le Front National. Et si l'efficacité électorale dispose que pour battre le Front National, il faut fusionner, je le dis, pourquoi pas? Nous en parlerons Mais un projet 6 commun décembre au pourrait soir. être possible avec, par exemple, la liste de Xavier Bertrand dans le Nord. Sans rentrer dans les détails, Avec la celle loi de Christian électorale Estrosi dans le Sud. dispose qu'il y ait une prime à celui qui arrive en tête et qui gagne le scrutin. Il me semblerait assez naturel qu'il y ait une majorité acquise pour celui qui arrive en tête. Donc pourquoi pas, admettons, la droite en PACA ou dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, et auquel cas il y aurait une minorité technique de la gauche qui permettrait à ce que le Front National ne soit pas gagnant. On attend maintenant la réponse des Républicains, alors Jean-Vincent Placé. Oui, mais à la limite, c'est leur problème, parce qu'en réalité, c'est qu'on doit avoir une prise de conscience les uns et les autres, que c'est au-delà des tactiques politiciennes, la nécessité quand même que, y compris les 6 et 13 décembre, juste au moment à la conclusion de la COP 21, le message de la France, c'est qu'il y ait des régions du Front National. Merci Jean-Vincent Placé d'avoir répondu en direct à nos questions. On se retrouve dans quelques instants, Delphine, avec d'autres invités. Merci beaucoup Perrine. Vincent Delahaye, encore un mot peut-être sur cette question de stratégie à l'approche des élections régionales. Est-ce qu'au-delà des régionales, Manuel Valls ne songe pas aussi à 2017? Est-ce qu'il pourrait se passer avec un second tour avec Marine Le Pen? Écoutez, je ne sais pas s'il songe à ça. Moi, je le sens très inquiet, personnellement. Je pense qu'il a une certaine responsabilité dans cette inquiétude et que nous, disons, le rassemblement de la droite et du centre, c'est pas nous qui avons géré les régions depuis 17 ans. La plupart des régions ont été gérées par la gauche. Aujourd'hui, on a un enjeu important de gestion de ces régions et je pense qu'il faut se concentrer aussi là-dessus. Le débat, il porte un petit peu trop sur le deuxième tour. Effectivement, il faut, je suis d'accord, se concentrer d'abord sur le premier tour, sur les enjeux d'une région qui est les transports, le développement économique, l'emploi, la formation professionnelle. C'est des sujets majeurs qui intéressent au quotidien nos concitoyens. Et je pense que c'est d'abord là-dessus. En Ile-de-France, on a Valérie Pécresse qui est une excellente candidate, qui est une femme qui travaille. S'il n'y a pas de réponse de la droite et du centre sur le positionnement, on verra les résultats. Vous savez, les sondages ne font pas les résultats. La droite et le centre comme irresponsables. Les sondages ne font pas les résultats. Donc on est parfois surpris. On l'a été en Grande-Bretagne il n'y a pas très longtemps où David Cameron devait être très juste pour être élu et finalement il a été élu très largement. Donc on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer. Il y a des craintes. On est là pour travailler. Nous sommes des élus responsables et on travaille. Donc faisons notre travail. On verra le résultat au soir du premier tour et on prendra nos responsabilités en fonction de ça. Ouais, Luc Carbonas. Très rapidement, moi je crois que nos compatriotes, à chaque fois qu'il leur est donné de faire démentir les sondages, ils le démontrent. Ça a été encore le cas aux dernières européennes. Donc attendons de voir le 6 décembre. Moi je reste de ceux qui sont persuadés que Pierre de Saint-Ignon va être la belle surprise de ce soir-là. Après je reste
extrêmement inquiet, notamment par rapport à certains positionnements. Autant je suis satisfait d'entendre que le président du conseil départemental du Nord, qui est je crois de votre famille politique, appelle dans ce cas-là à un exécutif d'union régionale. Il est la seule voix aujourd'hui au centre à l'affirmer de telle manière. Oui, c'est l'ancien sénateur Jean-René Le Serre. Tout à fait, notre ancien collègue. Mais je reste inquiet, chers collègues, vous parlez de l'Île-de-France, notre région à tous les deux, nous sommes maires tous les deux. J'ai envie de vous dire, nous sommes cette année à l'anniversaire du 40e anniversaire de la loi sur l'IVG. Ils sont où les héritiers de Simone Veil quand vous acceptez avec Chantal Joanneau que figurent sur la liste de Valérie Pécresse des candidats de la Manif pour tous et de Sens commun qui représentent la droite extrême? Ils sont où? Où sont vos valeurs? Comment vous pouvez accepter cela? Comment demain on pourrait imaginer... Je vais finir. Extrême, hein, la Manif pour tous n'est pas la droite extrême. Eh bien, ceux qui nous écoutent en jugeront. Mais moi, je me demande si demain vous gagnez la région, s'il y a une alternance. Et qu'un de ces militants... Et qu'un de ces militants, oui, on attendra de voir. Oui. Parce qu'un de ces militants demain, qui devient conseiller régional et qui préside la commission éducation des plus de 400 lycées, il va mettre un mouchoir sur ses idées politiques, philosophiques, parfois religieuses par rapport au planning familial et toutes ces questions-là. On n'entend rien de la part de Chantal Joanneau. Écoutez, la loi sur le mariage pour tous a divisé pas mal les Français. Elle n'a pas fait que rassembler, loin de là. Nous sommes dans une démarche de rassemblement, et dans cette démarche de rassemblement, il y a des gens qui peuvent avoir des points de vue un peu différents, qui se retrouvent sur une même liste. Moi, ça ne me choque pas. Donc, il faut, voilà, c'est des gens qui sont très attachés. C'est pas du tout l'alliance, c'est pas du tout l'alliance. Excusez-moi, parce que je ne vous ai pas interrompu, chers collègues, donc je pense que c'est bien de se laisser exprimer chacun. Moi, je pense qu'on a une liste de rassemblement. Valérie Pécresse est une femme qui a travaillé depuis très longtemps sur le terrain, qui est quelqu'un qui connaît bien l'entreprise, voilà, qui a cette motivation et cette volonté de rassembler. Je pense que c'est bien pour l'Île-de-France d'apporter un changement le 6 et le 13 décembre prochain. Il n'y a pas que le sujet de la Manif pour tous. Moi, je suis vraiment très surpris, encore une fois, qu'une vingtaine de colistiers s'apparentent à ce que moi, je qualifie être la droite extrême. Encore une fois, demain, je n'imagine pas, avec ce type de conseillers régionaux, qui ne mettront pas un mouchoir sur leurs valeurs philosophiques et leur vision de la société. Je comprends que Chantal Joanneau soit extrêmement mal à l'aise, puisque on en serait à vouloir lancer un numéro vert. Où est Chantal Joanneau dans cette campagne électorale? Elle a disparu des radars, chers collègues. Elle est, où elle est dans la campagne? Elle était à Massy la semaine dernière. On l'entend sur rien. Elle était à Massy. Alors Vincent Delahaye, peut-être. Elle est très mal à l'aise. Oui, Chantal Joanneau... Carvounas dit qu'elle est absente de cette campagne pour les élections. Elle n'est pas du tout absente. On a une réunion publique la semaine dernière à Massy avec Valérie Pécresse et Chantal Joanneau. Chantal Joanneau est pressentie pour être la première vice-présidente de la région si Valérie Pécresse en est la présidente, ce qui ferait un duo de femmes inédit quand même à la tête d'une région aussi importante que celle de l'Île-de-France. Je crois que c'est une belle opportunité pour nous de montrer justement que l'Île-de-France peut aller de l'avant, y compris sur ce sujet-là, avec des gens divers sur les listes, mais ça fait partie d'une volonté de rassemblement. On ne peut pas rassembler que des gens qui nous ressemblent. Sinon, c'est plus un rassemblement. Donc, c'est normal que dans un rassemblement, il y ait des gens avec des opinions un peu diverses sur des sujets de société. C'est pas anormal. Moi, je suis désolé, je vous suis pas sur ce terrain-là. Non, mais on n'a pas la même vision de la société, c'est normal. Ce qui m'intéresse, c'est le fond, c'est le travail que l'on a à réaliser pour la région, ce qu'on peut faire pour améliorer les transports au quotidien, développer l'emploi dans cette région. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas de savoir si tel ou tel pense ci ou ça. Pour commenter aussi la séance de questions d'actualité et sur cette question de l'instabilité fiscale. Juste un mot. Sur Chantal Joanneau, première vice-présidente, c'est pas le fond, c'est un accord politique pour avoir accepté son retrait. Pour le reste de la situation, c'est important comme première vice-présidente. J'attends de voir quelle sera la négociation d'entre-deux tours, puisque le seul réservoir de voix que vous aurez pour gagner la région, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Nous, au moins, on sait qu'en 2010, nous avons mis sur la table avec les écologistes le pass Navigo. Nous, aujourd'hui, les Franciliens ne savent pas ce que sera le deal politique avec aussi les souverainistes de Dupont-Aignan. Eh bien, ce n'est pas l'Île-de-France que je souhaite pour demain. Allez, on va poursuivre ce débat et on va tout de suite retrouver Perrine Tarnaud, salle des conférences, avec la sénatrice centriste Sylvie Goy-Chavent. Exactement, Delphine Sylvie Goy-Chavent, bonjour. Bonjour. Vous avez interpellé le gouvernement tout à l'heure sur la situation des abattoirs français. Ça fait bien sûr suite au scandale d'Alès, des conditions sanitaires déplorables. Est-ce que, premièrement, vous avez été satisfaite de la réponse du ministre? Est-ce que vous avez l'impression que les choses avancent après ce scandale? Écoutez, le ministre m'a fait la même réponse qu'il fait tout le temps, c'est-à-dire tout va bien dans le meilleur des mondes, on fait des contrôles et vraiment tout va bien. Et mes remarques ne risquent
que de pénaliser la filière viande, alors que c'est tout à fait le contraire. Si on continue à ne rien dire, si on continue à avoir cette politique de l'autruche concernant cette filière viande, on va complètement tuer nos éleveurs qui vraiment méritent autre chose et n'ont vraiment pas besoin de ça. Qu'est-ce que vous constatez, vous, sur le terrain, vous qui connaissez bien, vous travaillez sur cette question des abattoirs de la viande depuis longtemps? Bah écoutez, quand je discute avec des éleveurs, ils sont horrifiés de ce qui se passe sur leur bétail. Ils élèvent un animal pendant 2 ans et demi, 3 ans, dans de bonnes conditions, ils le soignent, etc. Et ils n'ont pas du tout envie de le voir mourir dans des conditions pitoyables. De l'autre côté de la frontière de l'abattage, il y a les artisans bouchers et charcutiers qui, eux, déplorent une qualité de viande médiocre parce qu'une bête qui a souffert a forcément une viande qui noircit, qui se conserve mal. Donc vous voyez, le consommateur au bout qui, lui, du coup, ne sait pas du tout ce qui se passe et est horrifié des images qu'il a vues. Et bien évidemment, il a raison, et du coup une baisse de consommation de viande. Donc il faut qu'on réagisse, il faut qu'on assainisse cette filière viande, il faut qu'on travaille sur la transparence dans les abattoirs pour pénaliser les brebis galeuses, comme je l'ai dit dans ma question, et valoriser ceux qui travaillent proprement. Mais j'imagine que des contrôles sanitaires existent. Et oui, il faut croire qu'ils sont insuffisants et qu'ils ne sont pas adaptés et qu'ils sont sans effet, puisque on voit que l'abattoir d'Alès, moi j'entends parler depuis plusieurs années et ça sort maintenant. J'imagine qu'il y en a d'autres, puisque j'ai des témoignages de professionnels qui travaillent dans des abattoirs qui, eux, me disent que Alès n'est pas du tout un cas isolé. Donc il faut vraiment qu'on réagisse pour sauver nos éleveurs, pour la condition animale, parce que c'est inadmissible ce qui se passe dans certains abattoirs, et bien sûr aussi pour le consommateur qui mérite de manger de la qualité. Donc réagir, c'est-à-dire concrètement, vous allez faire quoi, vous, en tant que parlementaire, sénatrice? Écoutez, moi j'ai lancé une proposition de résolution pour qu'il y ait une commission d'enquête qui se mette en place. J'ai d'ores et déjà 70 signatures, j'en ai même eu 2 qui ont co-signé pendant que je posais ma question. Donc vous voyez, et c'est tout courant, hein, donc ça et vous touche tout le espérez monde. que cette commission d'enquête va voir le jour? Écoutez, ce serait quand même assez inadmissible que quand 70 sénateurs, de nombreux députés à l'Assemblée nationale, 90 personnalités qui ont co-signé donc ce souhait d'avoir une commission d'enquête, plus des signatures innombrables sur des pétitions sur Internet, ce serait vraiment inadmissible si ce n'était pas suivi des faits, ce serait vraiment un déni de démocratie. Ça veut dire qu'il y a pas mal de pression. C'est vrai que le secteur de la viande ne va pas très bien. En ce moment, on a tous lu l'enquête de l'OMS disant que consommer trop de viande pourrait être cancérigène. Écoutez, on peut dire tout et son contraire pour nuire à la filière viande. Moi, c'est pas du tout mon souhait, mon envie. Je consomme de la viande, mais je consomme de la viande de qualité et je consomme de la viande quand je sais comment et où elle a été abattue, l'animal a été abattu. Mais ça, les Français ne le savent pas toujours. Mais oui, hein. mais bien sûr. Et c'est pour ça qu'il Question faut de traçabilité, il reste beaucoup de choses à faire. Oui, c'est vrai. Alors, il y a déjà de gros efforts qui ont été faits. Les éleveurs, eux, ont des normes énormes sur les épaules et ils répondent. Les artisans bouchers également. Mais entre les deux, il y a des normes, mais on contrôle moyennement. On ne sait pas trop ce qui s'y passe. D'ailleurs, on voit bien que c'est un sujet qui est très sensible puisqu'on sent que tout de suite les hérissons sortent les épines. Mais franchement, il y a un travail à faire si on ne veut pas tuer notre filière viande. Vous savez, il y a quand même un éleveur par jour qui se suicide en France. On en parle bien peu et pourtant ce sont des gens qui vivent de rien. Par rapport au travail qu'ils font, 365 jours par an, H24, ça mérite plus quand même. Très bien, écoutez, merci Sylvie Gouache-Avant. On suivra votre pétition et peut-être l'aboutissement au nom de votre commission d'enquête ici au Sénat. Merci Delphine. Merci beaucoup Perrine. Et avant de terminer cette édition avec nos 2 invités, un petit mot sur les questions de fiscalité abordées également lors de cette séance de questions d'actualité au gouvernement. Vincent Delahaye, on a vu le sénateur Les Républicains Alain Vassel interroger le Manuel Valls, notamment sur les questions de prélèvement à la source. Alors on sait que le Premier ministre y est favorable pour le 1er janvier 2018. Dans le même temps, à l'Assemblée nationale, il y a cet amendement héros pour un remplacement d'une partie de la prime d'activité par une baisse de la CSG. Ça sera un premier pas vers un impôt citoyen sur le revenu. Est-ce que le message du gouvernement est brouillé en matière de fiscalité aujourd'hui ? Je pense qu'on nous a annoncé un grand soir fiscal après avoir fait un gros choc fiscal à partir de 2012 et qui venait à la suite déjà d'augmentation d'impôts du précédent gouvernement, il faut bien le reconnaître, que j'avais dénoncé moi quand j'avais été élu sénateur en septembre 2011. On est reparti sur une stratégie de baisse des déficits qui finalement ne donne pas vraiment de résultats parce que les déficits baissent très très peu. Cette année, on nous annonce 1 milliard de moins pour l'année prochaine, c'est-à-dire on passe de 73 à 72 milliards, ce qui est très peu. On s'est aperçu que ce choc fiscal ne marchait pas. Même le Premier ministre aujourd'hui reconnaît que c'était finalement une mauvaise idée, qu'on nous avait annoncé un grand soir fiscal qu'on n'a pas vu venir, et maintenant on nous parle d'impôt citoyen. Qu'est-ce que c'est qu'un impôt citoyen ? Impôt citoyen, il existe déjà. Les impôts, ils sont déjà citoyens, ils nous aident à financer nos services publics. Donc ça, moi ça me
ça me fait doucement rire, cet impôt citoyen. Je pense que la CSG et l'impôt sur le revenu ont des modes de calcul différents. Ils ont des éléments qui sont pris en compte, notamment par rapport au quotient familial dans l'impôt sur le revenu, et c'est quelque chose de très important qui n'est pas du tout pris en compte dans la CSG, qui est totalement proportionnelle. La proportionnalité, c'est pas injuste, hein. Ça veut dire que si vous gagnez 4 fois plus que l'autre, vous payez 4 fois plus. Donc après, on peut apporter une dose de progressivité comme on l'a fait, mais très forte finalement dans l'impôt sur le revenu. Moi, je suis pour qu'on arrive à baisser les impôts, mais si on veut baisser les impôts, il faut commencer par baisser la dépense publique, et c'est pas la voie qui a été suivie ces dernières années. Moi, je suis pour une vraie baisse de la dépense publique. Carvounas, pour terminer ce débat, est-ce que vous n'avez pas peur que le message du gouvernement qui veut montrer qu'il baisse les impôts d'ici la fin du quinquennat soit parasité en quelque sorte par le vote de ce qui va se passer? Vous avez raison, hein, c'est le risque, bien sûr. Bien sûr que c'est le risque. Moi, ce que je vois dans la constance de notre action, et on va le retrouver dans les débats du PLF à venir, c'est quand même que les impôts auprès de 9 millions et quelques de nos concitoyens ont diminué, et cela va continuer. Après, sur cette idée de réforme qui sera votée à l'Assemblée nationale dans les heures à venir ou pas, moi j'attends qu'on ait le débat. J'attends qu'on ait le débat ici au Sénat. La prime d'activité, on vient de l'installer. On nous propose d'en prendre déjà une partie. Faut voir, comme l'a dit le collègue à l'Assemblée nationale, Dominique Lefebvre, à ce que le plus ne se devienne pas un moins, puisque la partie revient en termes de net sur le salaire de la personne concernée, selon les critères de SMIC 1, 1, 3, et donc peut être imposable un peu plus. Ouais. Donc moi, comme on dit souvent ici au Sénat, il faut étudier les effets d'impact. Si vous m'interrogez comme ça, in fine, si la solution c'est de diminuer la CSG pour les plus faibles revenus, ok. Si c'est pour que ce soit un effet inverse, soyons vigilants et attentifs. On suivra le vote de l'Assemblée nationale et du Sénat s'il arrive ici en séance. Merci à tous les deux d'avoir été les invités de ce débat. C'est la fin de cette édition. Bonne suite des programmes sur Public Sénat.